Merci. Merci, monsieur, de m'inviter à cette réunion importante et pour discuter de problèmes importants. Je ne suis pas contre la vaccination, bien sûr. J'ai travaillé à l'Institut Pasteur pendant 30 ans. Can you hear me? Yes, okay. I was saying that I'm not against vaccination. Je disais que je n'ai rien contre la vaccination et que la plupart des gens ici ne sont pas opposés à la vaccination. C'est une très bonne manière de prévenir les maladies. Mon seul souci, c'est que les temps ont changé. À l'époque de Pasteur, le concept de maladie infectieuse était très clair. Simple, une maladie, un agent infectieux, un vaccin, censé protéger à vie. Mais malheureusement, nous sommes dans un monde différent et je voudrais vous montrer quelques diapos. Ma présentation s'intitule « Facteurs de toxicité dans notre environnement, impact sur la santé et sur notre avenir ». Ça concerne bien plus que la vaccination, ça concerne aussi l'alimentation, la production agroalimentaire, la production de masse, ainsi que les herbicides qui peuvent être facteurs de nouvelles maladies. La pollution par les produits chimiques dans l'air, dans notre nourriture, partout. La pollution électromagnétique, c'est quelque chose de nouveau. Il y a certaines personnes qui sont sensibles aux émissions électromagnétiques. Mais maintenant, tout le monde utilise un ordinateur, un téléphone portable, etc. Et notamment chez les enfants très jeunes, ça pourrait entraîner des maladies très graves. Nous faisons face aussi aux menaces du réchauffement climatique, ce qui semble répandre au niveau international les infections. Les vecteurs tels que les moustiques viennent jusque chez nous. Quels sont les impacts de ces facteurs sur la santé? L'immunodépression, la reproduction avec une densité de spermatozoïdes diminuée de moitié, de nouvelles épidémies. On a vu au cours des 100 dernières années le retour d'épidémies ou des nouvelles telles que le virus Zika. Ainsi que les maladies infectieuses chroniques qui touchent les personnes âgées et aussi les enfants. Cette liste est non exhaustive, mais le nombre de cancers augmente et les maladies neurodégénératives aussi, telles que Alzheimer ou Parkinson, l'autisme, l'arthrite, les maladies cardiovasculaires, les maladies vectorielles, la fièvre jaune, la dengue, la maladie de Lyme avec les tiques, le chikungunya et le Zika avec les moustiques. Cette liste est non exhaustive, mais nous sommes dans un monde bien différent d'il y a 100 ans. Nous sommes face à de nouveaux produits chimiques.
Par exemple, le glyphosate, qui est une molécule très simple. C'est l'assemblage d'un groupe phosphonométhyle à un acide aminé, la glycine, qui fait partie de nos protéines. Donc c'est très facile à produire et c'est produit en centaines de milliers de tonnes dans plusieurs pays du monde. C'est utilisé sur place et aussi exporté dans le monde entier. Une étude publiée il y a 2 ans par le MIT et dirigée par Stephanie Seneff et Bisham a montré la capacité du glyphosate à mimer la glycine et avoir un rôle cancérigène. Without reading all of this, I'll just summarize and saying that it could intervene in the. Sans rentrer trop dans les détails, le glyphosate peut rentrer dans la fonction du cerveau et il peut altérer certains neuromédiateurs. C'est sûrement négligé, mais on a sûrement chacun d'entre nous du glyphosate dans ses protéines. Et je pense que si on faisait des analyses d'urine chez les enfants, on trouverait des informations très alarmantes. And this graph was taken from this article showing a strong correlation between the production of glyphosate in the United States. Et nous avons ce graphique qui vient de la même étude et qui nous montre la corrélation entre l'évolution des cas d'autisme avec l'utilisation du glyphosate. Et c'est alarmant. Le CDC des États-Unis montre qu'il y a une augmentation continue des cas d'autisme aux États-Unis. L'augmentation des cas d'autisme chez les enfants ces dernières années. Soit un taux de 1 sur 28 pour les garçons et 1 sur 80 pour les filles. Nous sommes là face à des faits. Qu'en est-il des causes? Si cette tendance continue à augmenter, les prochaines générations risquent d'avoir de sérieux problèmes. Il s'agit là peut-être d'une cause, mais une corrélation ne veut pas forcément dire causalité. Je ne veux pas dire là que le glyphosate est la cause de l'autisme, mais ça peut participer. Nous sommes face à une maladie très complexe qui a probablement différents facteurs. Tout commence par un agent infectieux. D'ailleurs, j'ai présenté des travaux à l'Académie de médecine française en 2012. À l'aide d'une mesure électromagnétique, nous avons identifié une infection chez les enfants autistes avec une modification de la flore intestinale. Des molécules ont passé outre la barrière intestinale et on a retrouvé ces brins d'ADN par PCR dans le plasma. Ces traces dans le sang ont été aussi confirmées par mesure électromagnétique. Ces bactéries existent bien évidemment dans leur propre environnement, mais les retrouver dans le sang, c'est très pathogène. Il s'agit du groupe de bactéries Soterella. Maintenant, nous utilisons les plus grandes amorces. La première amorce a été conçue par un groupe de Columbia, celui de Ian Lipkin. Et on a utilisé ces amorces pour faire différentes détections avec l'aide de différents groupes comme Cronimed ou le Dr Antonucci de Bari.
Nous avons retrouvé l'ADN de ces bactéries dans le sang des enfants autistes, en Italie, en France et ailleurs en Europe. Donc ça nous indique que l'élément déclencheur est une modification du microbiote. Mais aussi le passage de ces bactéries des intestins dans le sang. Ce sont donc deux choses très importantes, mais les produits chimiques peuvent aussi agir à différents niveaux. Et malheureusement aussi certains composants que l'on retrouve dans les vaccins. Comme l'a dit le professeur Taro, il y a deux types de vaccins, principalement. Des vaccins qui sont faits à partir de formes atténuées de virus, créés à partir de cultures de cellules humaines, et les vaccins recombinants, comme pour la polio, mais aussi maintenant réalisés à partir de différentes protéines recombinées de plusieurs virus. Et j'en ai fait partie parce qu'à l'Institut Pasteur, j'étais le premier à suggérer d'utiliser ces techniques d'ingénierie génétique pour pouvoir réaliser des vaccins à partir de composants de virus. C'est à l'origine du vaccin contre l'hépatite B. Pourquoi l'aluminium? L'aluminium était utilisé comme adjuvant. Pourquoi? Parce que les protéines recombinantes sont pures. Elles ne sont pas aussi immunogènes qu'un vaccin avec un virus vivant. Donc il faut ajouter un adjuvant. Et le premier adjuvant qu'on a utilisé en 1920, c'est l'hydroxyde d'aluminium ou le phosphate d'aluminium. Aucun problème avec ça, mais quand c'est injecté de manière intramusculaire, c'est très immunogène et ça peut causer des maladies. Certaines personnes disent que l'aluminium est omniprésent. Bien sûr, on s'en sert au quotidien et dans notre cuisine. Mais consommer l'aluminium, c'est différent de le recevoir par intramusculaire. Et ça a été observé il y a 10 ans par le docteur Gérardi en France et ça a été aussi confirmé par 7 autres groupes. Cet aluminium reste un certain temps au lieu de la piqûre. Puis plus tard, les macrophages enlèvent cet aluminium et peuvent l'emmener jusqu'au cerveau si la barrière est ouverte. Donc il faut remplacer l'aluminium et c'est un besoin très important dans l'usage des vaccins. Il faut diminuer l'aluminium, voire le supprimer carrément. Les vaccins pour les animaux, que ce soit pour les chiens ou les chats, n'ont pas d'aluminium. Et il y a même une campagne de vaccination contre la grippe dont la publicité mentionnait sans aluminium. Donc même les fabricants militent pour le retrait de l'aluminium dans les vaccins. Et en fait, dans les années 70, à l'Institut Pasteur, un collègue à moi, le docteur Oliven, est venu nous dire « J'ai trouvé un meilleur adjuvant que l'aluminium ». Ce qu'on ne savait pas à l'époque, on savait juste que c'était allergène et auto-immun. Et il a réussi à remplacer les sels d'aluminium par du phosphate de calcium.
en ayant l'effet adjuvant sans les inconvénients de l'aluminium. Donc la technique existait à l'époque, mais l'entreprise de vaccins de l'Institut Pasteur a été rachetée par Mérieux, puis ensuite Sanofi. Et le phosphate de calcium a été abandonné uniquement pour des questions financières. Et la plus grande dérive dans le domaine des vaccins, c'est que la finance soit impliquée. Mettant de côté la santé des enfants. J'ai ajouté à cette liste les ondes électromagnétiques. On ne sait pas si elles sont bonnes ou mauvaises, mais il faut qu'on mène des recherches. Et on sait que dans le modèle animal, l'exposition aux ondes électromagnétiques, même à des niveaux de basse fréquence et à faible puissance, peuvent ouvrir la barrière céphalo-rachidienne. Voici ce que j'ai dit en 2012. Tout commence par une possible infection et j'ai jamais parlé de vaccin. J'ai juste parlé de cet agent infectieux, mais vu que j'étais invité par une association de parents de lutte contre l'autisme, Autism One, ils se sont servis de ma présence pour faire croire que j'étais contre les vaccins. Je ne suis pas contre les vaccins, je suis juste pour des vaccins fiables et qui ne soient pas dangereux, c'est tout. Et je ne suis pas le seul. Parlons maintenant de l'importance des différentes barrières. Elles sont ouvertes par différents facteurs et elles expliquent la complexité de différentes maladies infectieuses chroniques. C'est valable pour l'autisme, mais pas seulement, c'est aussi pour Alzheimer et Parkinson. Et le mécanisme est similaire, pas identique mais similaire. Les virus et les bactéries impliquées ne sont bien évidemment pas les mêmes, mais je pense que cette barrière, la perméabilité de cette barrière céphalo-rachidienne est un facteur commun à la plupart des maladies neurodégénératives. Donc il faut avoir conscience de cette modification de la perméabilité dont nous sommes en partie responsables, par exemple avec les ondes électromagnétiques. For the fight against the effect of electromagnetic radiation. Nous ne sommes pas les seuls à avoir fait ce genre de découverte sur l'autisme. Cette étude a été réalisée par l'Université de Columbia, où l'on met en avant la responsabilité du groupe de bactéries Suterella. Mais curieusement, cette étude a été interrompue par manque de fonds. Voici un autre exemple de désastre en termes de vaccination. As Dr. Taro, there have been very good examples, especially in the past. Récemment, une entreprise française a fait la promotion d'un virus contre la dengue. La dengue est une maladie sérieuse que l'on peut attraper dans les régions tropicales, comme la fièvre jaune. The virus actually is close to the yellow fever virus. And unfortunately, malheureusement, la maladie est complexe et suite à la vaccination, nous avons identifié des anticorps qui renforcent la réplication du virus. Antibody enhancement of disease by the vaccination.
Comment est-ce possible? Je vais vous montrer. Ça a été en fait étudié par des personnes dont certaines ont participé à la phase 3 du test pour ce nouveau vaccin. Et cette étude montre qu'en fait, le vaccin peut accentuer la dangerosité du virus. Cette maladie et l'infection initiale ne sont pas mortelles. Parmi les symptômes, on constate par exemple de la fièvre, mais les pronostics de survie sont très bons. Mais s'il y a une nouvelle infection avec un nouveau sous-type de virus, ça peut mener à la production d'anticorps. Les anticorps de la première infection vont venir enflammer les cellules du système immunitaire par le deuxième type de virus, causant ainsi ce qu'on appelle une dengue hémorragique. Ce qui peut entraîner la mort. Aux Philippines, des centaines de milliers d'enfants ont reçu ce vaccin. Et on déplore déjà plusieurs morts. Donc, le gouvernement des Philippines a porté plainte contre le fabricant du vaccin. Au départ, ils étaient contents d'avoir des vaccins pour traiter les enfants, mais la bonne volonté n'a pas suffi. Je pense que c'est important de comprendre la complexité de la réaction immunitaire. Parce que c'est pas impossible que ça arrive aussi chez les enfants qui ont reçu le vaccin atténué de la rougeole. Donc la leçon à tirer est importante. On doit continuer à faire des vaccins. Mais avoir à l'esprit que mesurer les anticorps n'est pas suffisant. Et des études doivent être réalisées sur des animaux, et bien sûr, nous avons besoin du modèle animal, avant de faire des enfants des cobayes. Et cet article est en fait apparu quelques mois après celui qui détaillait les vaccins et leurs effets sur les maladies infectieuses. Un article paru en novembre 2017 dans le magazine Science. Ce croquis va vous montrer ce qui se passe. Donc, nous avons l'anticorps hétérotypique d'un sous-type de virus, il en existe 4. Cet anticorps de l'infection initiale va se rattacher au récepteur d'une cellule. Le récepteur de cet anticorps, notamment les cellules immunitaires, macromonocytes, macrophages, etc. Ça permet de mieux cibler les cellules pour le virus et aussi d'augmenter la réponse des lymphocytes T. Et enfin la production de cytokines inflammatoires, menant à une maladie grave et parfois la mort. Il a été démontré que c'était le cas de certaines personnes qui avaient un certain titrage d'anticorps. Mais bien sûr, ça va exclure l'utilisation de vaccinations de masse. Je pense qu'il faudrait faire au préalable un titrage des anticorps des enfants et des individus. Et c'est pas possible quand on fait des vaccinations de masse. Le vaccin contre le virus de l'hépatite B représente une avancée considérable. Mais malheureusement, ces vaccins, notamment dans des campagnes de vaccination de masse, en France où le ministère de la Santé a décidé dans les années 90 de vacciner tous les enfants. Donc des millions de personnes ont été vaccinées. Et malheureusement à ce niveau-là, on voit des effets délétères.
Sur ce graphique, on voit la courbe en blanc qui représente le pic de consommation des vaccins fournis par les firmes pharmaceutiques. Et la courbe en noir représente l'augmentation des cas de sclérose en plaques. On a peut-être une explication. Une des protéines du virus contre l'hépatite B ressemble peut-être à la myéline, car les patients souffrent de démyélinisation. Ça pourrait aussi être dû aux adjuvants contenant de l'aluminium. Il est de notoriété que les adjuvants à l'aluminium peuvent induire des maladies auto-immunes. C'est quelque chose qu'on ne pouvait pas prévoir, mais il faut être vigilant. Surtout quand les vaccins sont obligatoires. Donc pour conclure, il faut absolument éviter la médecine iatrogène. La maladie et la mort par ignorance. La science doit prendre en compte tous les faits, y compris ceux contraires à notre idéologie. Ne prendre en compte que les faits en accord avec notre propre idéologie, ça s'apparente à de la pseudo-science. Et par là même, on risque de jeter le doute sur la sûreté des vaccins auprès des pédiatres, pas sur l'efficacité, mais sur la sûreté. Je voulais aussi souligner les origines grecques de notre civilisation et de ce pays à travers Hippocrate. La devise primum non nocere, c'est-à-dire d'abord ne pas nuire, devrait être respectée. Et plus récemment, le principe de précaution devrait être adopté, notamment par les Nations Unies à Rio de Janeiro en 1992 et par l'Union européenne en 2000. Je voudrais finir par quelques mauvais exemples en France. En France, on a connu plusieurs scandales sanitaires par le passé, pas seulement avec les vaccins. Les facteurs 8 et 9 contenaient le virus du VIH et ils ont été donnés à des hémophiles. Ils sont tous morts. Des hormones de croissance ont été extraites d'hypophyses de cadavres retrouvés proches des hôpitaux et contenaient le prion qui est l'agent de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Jacques Monod, le directeur de l'Institut Pasteur, m'a demandé mon opinion. Car cette extraction a eu lieu à l'Institut Pasteur et donc je lui ai donné mon opinion, selon laquelle la méthode d'extraction employée n'éradiquait pas les virus. Que ce soit les virus classiques ou celui du prion Creutzfeldt-Jakob. Malheureusement, sur une période de 2 ans, 120 enfants sont morts. Le Vioxx et certains inhibiteurs qui entraînent de nombreuses maladies coronariennes chez de nombreux Américains. Nous sommes désormais sur une étape où nous devrions tout faire pour prévenir les accidents. Parce que tout cela a entraîné des morts.
Et c'est possible que l'injection de vaccins à des nouveau-nés entraîne un plus grand désastre. Si on se penche sur le cas des bébés de 5 à 6 mois et qu'on observe leur historique, dans 95% des cas, ils ont été vaccinés. Donc ce n'est pas forcément la cause, mais il y a une possibilité qu'il y ait une relation entre la vaccination et la mort subite. Maintenant, ici, comme en France, il y a des vaccins qui doivent être pris obligatoirement dans les 2 ans qui suivent la naissance. Je pense que c'est une erreur politique et médicale pour les ministres. Voici la décision de justice qui a eu lieu aux États-Unis pour compenser une famille qui a perdu son enfant suite à une mort subite liée au vaccin, avec une compensation financière qui malheureusement ne ramènera pas l'enfant. C'est un dommage irréversible et mon conseil c'est de ne jamais vacciner avant l'âge de 2 ans. Ce graphique, qui est vraisemblablement toujours d'actualité, nous montre qu'aux États-Unis, où la loi exige que de nombreux vaccins soient administrés avant l'âge de 2 ans, le taux de mortalité est plus élevé chez les bébés que dans d'autres pays développés. Donc il faut bien penser à tout ce qui est morbidité et mortalité qui sont liés au vaccin pour les générations à venir. J'aimerais terminer cette présentation en parlant de prévention qui passe par la vaccination, mais aussi nos comportements et la manière dont on se nourrit. Nous disposons aussi d'outils de laboratoire pour réaliser à partir de marqueurs des prédictions, pour prévoir des maladies à venir. La personnalisation des soins, et sur laquelle tout le monde est d'accord, notamment concernant le cancer. La participation, un dialogue entre les médecins et les parents. Pour résumer, la santé avant l'économie et non pas l'économie avant la santé. That's all.